C'est parti. Bon, eh ben, bonjour tout le monde. Bonjour, rebonjour si vous étiez là hier. On va commencer par un petit récap de ce qu'on s'est dit hier avant de passer aux autres étapes qui ont été montrées hier pour faire les 20 simples. Les 20. Ah, si j'ai la main sous Chrome, c'est mieux. Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit hier, c'est que quand on est face à un bug, la première chose à faire, c'est de se déstresser, de ne pas paniquer, de rester en contrôle et rationnel face au dysfonctionnement. Ensuite, de s'assurer que le bug est bien un problème, que ce n'est pas une fonctionnalité un peu compliquée qu'on a mal comprise. Reproduire le bug là où il a eu lieu, pas sur sa machine si c'était en prod et vice-versa. Regarder les logs, donc il faut les trouver, il faut bien les lire complètement pour vraiment comprendre l'erreur et pas passer à côté d'une information qui va nous permettre de résoudre le bug facilement. Ensuite, de résoudre le bug si c'est une cause triviale, une faute de frappe, un paramètre manquant, une petite bêtise, comme il arrive souvent. Et si vraiment le message d'erreur ne vous aide pas, le chercher complètement sur Google pour arriver sur Stack Overflow, peut-être GitHub, GitHub Issue, et trouver une solution rapidement. Maintenant, parfois, ça ne suffit pas. Et il faut se retrousser les manches. Et là, je laisse la parole à Yann. C'est ça. Donc, aujourd'hui, là, on s'est débarrassé justement des hypothèses de cause un peu classiques. Et le bug est toujours là. Ce ne sera pas aussi simple que d'habitude cette fois-ci. Il faut donc ce coup-ci se préparer pour ce qui va nous attendre, parce qu'on va devoir creuser. Et du coup, qui dit se préparer dit, comme Schwarzy sur la vidéo, avoir les bons outils. Par quoi ça passe d'avoir les bons outils? La première chose à faire, c'est, tu peux avancer, c'est de prévenir son équipe de ce que l'on s'apprête à faire, et ce pour trois raisons. La première d'entre elles, c'est que le fait que vous ayez à débugger, ce n'était pas forcément quelque chose que vous aviez prévu de faire au départ, donc c'est important de prévenir le reste de son équipe. Deuxième, c'est justement pour éviter que l'un d'entre eux se lance aussi en quête de ce bug, pour éviter de gaspiller du temps. Et la troisième chose, c'est que justement, si le reste de votre équipe est au courant que vous êtes que vous êtes focus sur ce bug, ils peuvent éventuellement vous donner des éléments qui pourraient vous aider dans votre enquête. Pour justement creuser et débugger, vous allez devoir faire un effort supplémentaire par rapport à d'habitude. C'est justement, au début, vous êtes efforcé de reproduire le bug sur l'environnement cible, sur lequel vous l'aviez constaté dans un premier temps. Vous avez essayé, avec des hypothèses causes, des hypothèses simples, de voir si c'était quelque chose de rapide, un peu comme un véhicule, justement, aux 24 heures du Mans, où on essaierait de le réparer rapidement au bord des stands. Là, désolé, ce coup-ci, c'est plus compliqué. Il va falloir que vous fassiez l'effort de ramener la voiture au stand en local pour justement bénéficier de tous vos outils. Vous allez pouvoir modifier plus facilement le code, vous allez pouvoir manipuler la donnée, vous allez pouvoir utiliser des outils tels que les débuggers pour faire du pas à pas. Donc là, c'est le temps que vous allez consacrer à reproduire votre bug en local, vous allez très vite le rentabiliser. Une fois que vous êtes en mesure de reproduire ce bug en local, c'est ce que vous allez devoir faire par la suite. Il va y avoir un processus très itératif. Et justement, pour accélérer la boucle de feedback, vous allez essayer de minimiser le nombre d'étapes pour justement reproduire le bug. En minimisant ce nombre d'étapes, vous allez accélérer votre démarche. Et en fait, encore mieux, si vous êtes capable de l'automatiser, vous allez pouvoir la fiabiliser. Vous allez être davantage sûr des manipulations que vous faites et des résultats correspondants. Donc, si vous pouvez, via un test end-to-end, avoir quelque chose qui, en un clic, vous dit là c'est bon, là c'est pas bon, c'est parfait. Dernière chose dans tout ce qui est un peu matériel pour justement se préparer, une de nos recommandations, c'est d'avoir un support sur lequel on va pouvoir prendre des notes. Pourquoi? Parce qu'en fait, le processus qui va venir va faire pas mal appel à notre sagacité. Il va y avoir du raisonnement. Et en fait, l'idée d'avoir un support, c'est quelque chose qui va vous permettre de guider, de structurer votre raisonnement et de vous assurer que vous ne laissez rien au hasard, rien de côté, et éviter les erreurs, le fait de ne pas faire attention, ce genre de choses. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus rigoureux.
Maintenant que les outils sont à peu près OK, vu que justement ça va être un processus mental, il va falloir que vous soyez un peu. Maintenant vous êtes zen, ça c'est bien, vous n'allez pas paniquer, mais vous allez aussi devoir un peu, en quelque sorte, ouvrir votre esprit. Pourquoi? Parce que le réflexe qu'on a naturellement quand on a un bug et qu'on ne le comprend pas, c'est de se dire c'est pas possible, ça ne peut pas arriver. En fait, non, ça arrive. Ça, il n'y a pas le choix. C'est les faits, et les faits, ils sont incontestables. Donc, il faut remplacer dans votre tête le ça ne peut pas arriver par un ça ne devrait pas arriver. Ouvrir un peu en quelque sorte, s'ouvrir un peu au possible qu'il peut y avoir. Et pour citer un peu Sherlock Holmes disait justement qu'on ne peut pas, enfin, les gens ont tendance à tordre les faits pour coller avec votre théorie. Là, en fait, le souci, c'est que vous ne pouvez pas faire ça. Les faits, ils sont là, et vous allez devoir tordre votre théorie de ce qui se passe pour justement coller aux faits. Donc, être assez ouvert d'esprit par rapport à ce qui va arriver. Maintenant que les outils, c'est bon, et que la tête, c'est bon, on se dit qu'on est prêt. Mais en fait, pas complètement. Parce qu'en fait, on va devoir creuser assez profond, assez probablement, et on peut vite se perdre. Et rien de tel, pour éviter de se perdre, que d'avoir une carte. Cette carte, quelle est-elle? C'est une carte qui représente l'intégralité de votre système. L'idée, c'est d'avoir un schéma exhaustif, vous pouvez utiliser votre support pour ça, avec justement les différentes composantes de votre application, comment elles interagissent entre elles. Le but, c'est d'être vraiment exhaustif, pas précis, pas trop rentrer dans le détail, vraiment s'assurer que, en modélisant l'ensemble de votre application, le bug sera forcément à l'intérieur. Justement, si après avoir fait votre schéma, vous obtenez quelque chose qui ressemble un peu à ça, vous avez creusé trop profond, ça ne va pas vous aider à comprendre ce qui se passe. Si au contraire, au moment où on vous demande de faire un schéma de votre application, vous êtes plutôt comme ça, il faut s'arrêter tout de suite. Non seulement parce que ça va être utile, le fait d'avoir un schéma dans votre phase de debug, mais c'est aussi utile dans votre travail de développeur au quotidien. Vous avez besoin de savoir quelles sont les différentes composantes de votre application, comment ils interagissent entre eux. Donc là, c'est le moment de s'arrêter et de demander de l'aide à quelqu'un qui est capable de vous renseigner. Et si en revanche, votre modèle ressemble à ça ou à quelque chose comme ça, là, vous êtes déjà plus proche de la vérité. Cette carte, elle va vous aider justement dans la suite. Maintenant qu'on est paré et qu'on dispose des outils, notamment d'une carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bénéficier de la hauteur qu'on a réussi à prendre en faisant justement ce modèle, ce schéma du fonctionnement de votre application. Et justement, ce modèle, en voyant les différents composants, la manière dont ils interagissent entre eux, ce qu'on va être capable de faire, c'est justement de pouvoir faire une hypothèse. Se dire, à partir de notre compréhension du fonctionnement de l'application, entre le front, les bacs, les différents services, son expérience, le message d'erreur, si vous en disposez d'un, c'est le moment où il devient utile aussi. À partir de tous ces éléments, c'est le moment de faire un peu parler l'instinct et de choisir en quelque sorte un suspect numéro 1, celui qui, a priori, selon vous, a le plus de chances d'être responsable de ce bug. S'il y en a plusieurs, c'est pas grave, on en prend un au hasard. Ce qui peut arriver, par contre, c'est le cas de figure en fait, là, mon instinct, il dit rien du tout. C'est vraiment un message d'erreur très bizarre, parce que, en fait, les faits que vous constatez sont bizarres. Typiquement, un bug qui intervient qu'à certaines heures de la journée. Si je prends des exemples célèbres, des mails qui ne sont pas envoyés au-delà d'une certaine distance, un flux vidéo qui s'arrête dès que quelqu'un se lève de sa chaise. Enfin, des faits qui parfois peuvent vraiment sembler très étranges. Et ce qu'il faut réussir à faire dans ce cas-là, c'est se détacher vraiment de ce fait qui est juste bizarre et se dire, ok, qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui raisonnablement peut déclencher ça? Une erreur qui a lieu qu'à une certaine heure, est-ce que c'est dû à une recrudescence du trafic? Est-ce que c'est dû à un cron qui passe à ce moment-là sur le serveur et qui justement fait des opérations en parallèle? C'est en ayant cet état d'esprit-là, en ne se fiant pas aux coïncidences et en réfléchissant davantage en termes de composants et de systèmes, qu'on va réussir à trouver des candidats crédibles. Maintenant qu'on a un candidat crédible,
Pour éviter justement le biais de se dire, un peu placebo, de se dire « Ah oui, 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 c'était ça » et de se persuader d'une solution qui n'en serait pas une, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter un raisonnement scientifique et justement conduire une expérimentation pour vérifier que notre hypothèse est bonne ou pas. C'est le moment où justement on va pouvoir utiliser notre support. On va vraiment prendre le temps avant de mener l'expérience de se dire si par exemple c'est mon back-end qui est responsable de ce bug, alors dans la réponse que je vais recevoir en faisant ce call API, je ne vais pas obtenir la donnée que je souhaite. En revanche, si j'ai la bonne donnée, ce n'est pas le back-end qui est responsable, par exemple. Et en fait, le fait de formaliser ce raisonnement avant de l'effectuer, ça va éviter tout biais et ça va vous permettre d'utiliser un formidable principe qui est le principe de la dichotomie. On en a un tout petit peu parlé hier, mais en quoi la dichotomie va nous aider? C'est qu'en fait, on travaille sur un système fini. On était capable de le dessiner au début. Donc, c'est un nombre fini de composants, c'est un nombre fini de lignes de code, c'est un nombre fini de paquets qui s'échangent lors d'appels réseau. Donc, en menant votre expérience, que votre hypothèse soit avérée ou non, vous progressez, vous avez appris quelque chose. Soit vous avez confirmé votre hypothèse, et dans ce cas-là, ben, c'est facile, vous allez pouvoir zoomer sur la portion qui vous intéresse. Soit au contraire, votre hypothèse est fausse, et là vous dites, ben, ok, ça ne vient pas de ça. Et c'est aussi une information. Et au fur et à mesure des expérimentations, et c'est là où c'est important d'avoir une boucle de feedback réduite, vous allez pouvoir converger vers la source de votre problème. Après, dichotomer, il y a plusieurs manières de faire. Et il va falloir trouver la manière intelligente de dichotomer par rapport à votre problème. Une approche, c'est une approche plutôt temporelle, c'est de se dire, mon bug, je l'avais pas maintenant, je l'ai maintenant, je ne l'avais pas il y a quelque temps. Via des outils comme Git Bisect, je vais être capable de justement me déplacer au milieu et de dire, tiens, est-ce que le bug est là, oui ou non? Et ainsi de suite, arriver jusqu'au moment où le commit a été, où le bug a été introduit. Une autre approche, c'est justement une approche plus systémique, où on voit justement les différents composants qui s'enchaînent dans le cycle de vie de l'application. Et on va pouvoir se dire, ben, tiens, si je me mets à tel endroit, ben, si la donnée est déjà foireuse, c'est que ça vient de l'amont. Et si au contraire tout va bien, c'est que c'est en aval. Et on va être capable d'éliminer comme ça les composants au fur et à mesure. Dans certains cas de figure, on peut avoir d'autres approches. L'exemple que j'ai, c'était un bug qui avait été rencontré sur un de nos projets sur un CMS. Un CMS qui avait pas mal vécu et qui avait un certain nombre de plugins qui avaient été installés. Ben, vu que le code du CMS, c'était quelque chose qu'on ne maîtrisait pas bien, ce qui a été fait, c'était installer un CMS de zéro, constater qu'il n'avait pas de bug, et puis après, rajouter les plugins au fur et à mesure. Et c'est au moment où on a installé un plugin qui a introduit un bug qu'on a compris quelle était la source. Plus classiquement, c'est le moment où on va plutôt utiliser sinon des points d'arrêt, si on est déjà au sein d'une brique, et plutôt que de faire du ligne à ligne, bah, mettre un point d'arrêt au milieu et se dire, bah, tiens, est-ce que là, c'est bon ou c'est pas bon? Et maintenant, que se passe-t-il si, bah, une fois après avoir convergé, vous ne savez toujours pas ce qu'il se passe? On peut réussir à se rapprocher d'une zone et se dire, ça se passe sans doute à ce niveau-là, mais j'arrive pas à aller plus loin. En fait, comme Yann l'a dit juste avant, on est dans un système fini. Le truc, c'est qu'on utilise de plus en plus d'abstractions pour pouvoir développer rapidement des applications. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a besoin de refaire un produit, on ne recode pas un kernel d'un système d'exploitation, on ne va pas ressentir ce qu'on fait à souder et des transistors pour refaire un ordinateur. C'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, les sous-systèmes, parfois, il faut quand même s'y frotter pour comprendre ce qui se passe. Donc, une bonne approche, déjà, c'est de lire la doc, parce qu'on ne peut pas toujours ouvrir le code. Par exemple, Nginx, c'est un serveur web, c'est codé en C. Moi, ça fait un moment que je n'ai pas écrit de C, je ne vais pas aller regarder le code source du serveur web. Je vais plutôt aller lire la doc et me rendre compte que dans une ligne de config, il faut utiliser tel paramètre pour éviter le bug que justement je suis en train de rencontrer. Mais ça me demande de lire beaucoup de docs, il faut vraiment tout lire. C'est comme les logs, hein, c'est de gauche à droite et de haut en bas. Ça demande un effort. Et c'est peut-être justement cette barrière-là, quand on coince, c'est de se dire non, mais ça va être trop gros. Ça va être trop gros, on ne va pas y arriver, ça va prendre trop de temps. Sauf qu'en fait, c'est la seule solution. C'est que l'information se trouve dans la doc. Donc, il faut lire la doc, il faut y aller. Il faut aller plus en profondeur. Ça m'est arrivé récemment sur un exemple. Sur mon projet, on avait Ah oui.
procédure de build qui devenait de plus en plus longue au cours du temps, mais vraiment à un rythme quadratique, voire exponentiel. Et en fait, après avoir creusé, on s'est rendu compte que dans notre config, c'était un module qui était responsable de cette lenteur. Dès qu'on le désactivait, ça redevenait ultra rapide. Et après, en fait, on est arrivé sur le README de ce module, et c'était écrit noir sur blanc, attention à ne pas faire cette erreur, sinon votre build sera plus lent d'un facteur incroyable. Magnitude slower, disait l'application. Dès qu'on a lu ça, on a tout de suite compris ce qui s'était passé. D'où le fameux RTFM. Ouais. La doc, donc c'est pratique pour du code qu'on n'a pas forcément le moyen de lire dans l'instant. En revanche, quand il s'agit d'un bug qui pourrait provenir de l'utilisation ou même carrément d'une librairie, et ben, généralement, c'est écrit avec le même code que vous écrivez ou que vous lisez au jour le jour. Si vous êtes sur une application en JavaScript, vos librairies, il y a de fortes chances qu'elles soient quand même écrites en JavaScript. Donc, le code n'est pas forcément hyper clean, mais c'est du code que vous pouvez lire, c'est du code que vous pouvez même maintenir. On travaille aujourd'hui dans un âge d'or où on a de l'open source, où on est capable de pouvoir apporter des modifications ou comprendre ce qui se passe à l'intérieur des systèmes sans avoir besoin de payer des licences à droite à gauche ou ce genre de contraintes. Donc, quand on fait ses contrôle-clics dans son IDE pour avancer fonction en fonction dans sa propre codebase, et ben, quand on est face à une fonction d'une librairie, quelque chose qui a pas l'air de nous appartenir, en fait, le contrôle-clic, il va marcher quand même. On va voir du code, on va voir des prototypes de fonctions qui ne sont peut-être pas ISO avec la doc. On va voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de la machine, on va peut-être comprendre certains comportements. Donc en fait, ce code, il est devant nous, il faut le lire. Et encore une fois, c'est une question de courage. Moi, c'est souvent quand je suis en train d'aider quelqu'un à débugger, quand je dis on va aller regarder la source, c'est ouais, mais attends, c'est pas pragmatique, on va pas y arriver, machin. Enfin, c'est du code, on va le lire, on va comprendre ce qui se passe. C'est juste devant nous, ça va prendre 2 secondes en fait. Parfois le code est un peu technique, mais bon, c'est aussi l'occasion d'apprendre à faire du code de niveau d'une librairie, en espérant que ce n'est pas un bug dans la librairie, évidemment. Personnellement, quand j'ai commencé à coder, je codais beaucoup avec Symfony comme framework. Quand je devais débugger où est-ce que ma requête HTTP passait dans tout le circuit, ça me permettait de voir des vrais cas concrets d'utilisation de design pattern, et c'est pas mal comme ça que je les ai appris en fin de compte. Bon, c'est une externalité positive, mais derrière, en lisant le code, j'arrivais à trouver où est-ce que ça coinçait, voir une exception explicite et remonter jusqu'à la cause du bug. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'un bug, à un moment donné, c'est quelque chose qui se passe, qu'on n'a pas envie qu'il se passe. Voilà, c'est quelque chose qui est non désiré. Donc c'est un prédicat qui n'est pas respecté. C'est un if qui devrait être à true et qui est à false. Donc il faut le trouver, ce if. Et ce if, il se trouve dans le code. Il n'y a pas de secret. À partir du moment où on l'a vu et on a compris que telle variable n'a pas la bonne valeur, on est déjà beaucoup plus proche de pouvoir remonter à la cause de ce changement de valeur dans la variable. Donc, il faut regarder dans le code. Il n'y a pas de choix. Oh, je ne sais pas s'il y a du son. Je ne sais pas si iPhone de Inès, je ne sais pas si tu peux mute ton micro parce que parfois, ça fait un peu de bruit. Désolé. Parfois, il ne s'agit pas de code et ça devient plus compliqué. Ça peut être quelque chose qui se passe sur le réseau. Donc, encore une fois, ça ne sert à rien de croire qu'on va trouver magiquement la cause juste en mettant des points d'arrêt dans son code. Il faut vraiment regarder là où ça coince. Donc, s'il y a des problèmes sur le réseau, par exemple, il faut utiliser d'autres outils qui permettent de regarder les paquets sur le réseau, qui permettent de vérifier que d'une IP à une autre, ça passe ou ça passe pas. Sur un port donné, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Donc, il y a des outils très bien comme TCP/dump ou Wireshark. On ne va pas faire un tuto aujourd'hui là-dessus, ça mérite des talks complets, ce genre de trucs. Mais ça permet vraiment de regarder ce qui se passe sur le réseau. Quand j'étais sur une mission pour installer toute une infra pour une appli pour une grosse assurance, on avait besoin d'installer des agents de monitoring sur chaque machine, sauf que la documentation n'était pas hyper à jour et il y avait des paquets qui ne passaient pas. Et en fin de compte, en regardant vraiment ce qui se passait avec TCP/dump, ça m'a permis de comprendre que le port qui était configuré sur l'agent monitoring n'était pas le bon. C'était celui qui était juste après. On devait mettre le 8000, il fallait mettre le 8001 ou quelque chose comme ça. C'était quelque chose qui n'était pas documenté en fait.
Donc, si j'avais pas regardé le réseau, j'aurais pas compris ça. C'est pareil avec les call systems. Donc, les call systems, c'est un truc, voilà, c'est très orienté Linux ou quoi. Mais quand on a, par exemple, un programme qui n'arrive pas à accéder à un fichier de configuration hyper profond dans l'OS, il y a des outils pour ça aussi qui existent en fait. Il y a un outil qui s'appelle strace, qui est très bien. C'est un peu rugueux de se former dessus, mais j'ai déjà aidé plusieurs fois des gens à résoudre leurs problèmes, à comprendre des problèmes avec leur propre code grâce à strace. Parce que strace, c'est ni plus ni moins un truc qui va montrer tel programme a essayé d'accéder à tel fichier. Des trucs qu'on passe notre vie à faire à la main. Ah, je vais ouvrir un fichier. Ah, j'ai pas les droits. Je fais chmod 777. Faites pas ça. Et ben, ces trucs-là, en fait, on peut les voir. En fait, il y a moyen de les voir. Il faut regarder le signal avec strace, tcpdump, tous les outils qu'il faut. Quand on fait de l'électronique, on a bien un voltmètre, un oscilloscope, ce genre de trucs. Ben, en fait, dans le dev, c'est pareil. Il y a des voltmètres, des multimètres et tout ça. Autre facteur, il y a des bugs un peu particuliers qui concernent les systèmes avec de la concurrence. Ça ne sert à rien d'être forcément un expert en parallélisme, en concurrence ou quoi, mais il faut quand même savoir que quand on a, par exemple, deux requêtes qui arrivent en même temps sur la même table, sur une base de données, il peut y avoir un phénomène de lock. On n'est pas obligé de comprendre, d'avoir déjà utilisé des locks dans sa vie, mais il faut quand même comprendre ce que c'est. Donc, si on n'est pas sur ce genre de problème, peut-être que c'est le moment où il faut appeler un peu plus à l'aide si on n'a pas l'habitude. Donc, tout ce qui est race condition, deadlock, ce genre de trucs, ça ne va pas aussi facilement se débloquer que d'un bug qui est hyper spécifique, qui a une cause donnée, parce qu'il n'y a pas qu'un seul signal, il y a plusieurs signaux. Il y a des outils pour ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi, ce n'est pas un truc que je fais tous les jours. J'ai dû débugger un bug de concurrence en 5 ans. Donc, mais bon, c'est vraiment les bugs bien retors. Donc, comme je disais, c'est peut-être parfois le moment d'appeler à l'aide parce que ok, on a fait tout ce qu'on pouvait pour débugger, on est allé jusqu'au bout, mais au bout d'un moment, faut appeler son sensei, il faut dire ok, là je suis allé au bout, et il faut lui présenter son log et lui dire moi j'ai fait telle expérience, j'ai eu tel résultat, telle expérience, tel résultat, j'ai lu tel doc, j'ai appris telle chose, mais ça m'a rien aidé, ça m'a pas aidé. Donc en fait, tout le log qu'on a écrit jusqu'ici, ça permet justement d'appeler à l'aide avec tout le matériel nécessaire pour que la personne qu'on appelle à l'aide puisse répondre à notre problème. Ça va lui permettre à la fois de voir que vous êtes impliqué et que vous ne la dérangez pas pour rien. Ça va aussi lui permettre de se rendre compte qu'il y a déjà plein de pistes auxquelles vous avez pensé, donc on ne va pas les réexplorer. Ça serait une perte de temps de les réexplorer. Vous l'avez déjà fait et vous avez déjà des raisonnements qui sont écrits. Et ça va être aussi un moyen de savoir ce qu'on peut faire après, quelle va être l'étape suivante, puisqu'on est arrivé jusqu'à ce niveau-là et on bloque à un certain niveau dans le code. Parfois, même dans son équipe, on n'a pas l'expertise, on n'y arrive pas. Donc là, on retourne sur Internet, super outil que l'humanité a pu créer. En fait, la dernière fois qu'on regardait sur Google, c'était pour trouver des réponses. Sauf qu'en fait, on peut tout à fait poser des questions. On peut ouvrir une issue sur GitHub ou poser une question sur Stack Overflow. Sur Stack Overflow, les stats sont impressionnantes. Je crois qu'il y a quelque chose comme 70% des questions qui finissent par avoir une réponse qui leur servent à quelque chose, ou 70% qui ont une réponse, c'est déjà pas mal. Il y a vraiment un intérêt dans la communauté de développement pour aider les gens, pour résoudre les bugs. Et surtout, généralement, si vous avez un problème, même s'il a l'air d'être un peu bizarre, vous n'êtes peut-être pas le seul sur Terre à l'avoir eu. On est 7 milliards sur Terre, ça fait quand même un bel échantillon. Il y a moyen que quelqu'un d'autre que vous ait rencontré exactement le même problème. Donc, si ça se trouve, vous allez trouver des amis pour vous aider à résoudre ce problème. Bon, jusqu'ici, admettons, on a posé des questions, on a tout creusé, on a appelé à l'aide, on va partir du principe qu'on a trouvé un bug fixe, parce que sinon c'est assez désespérant. Et donc, une fois qu'on a trouvé un bug fixe, on a trouvé une piste, on a trouvé un moyen de résoudre le problème, il faut vraiment s'en assurer. Il faut rester scientifique. C'est-à-dire que jusqu'ici, on émettait des hypothèses et on disait je dois obtenir tel résultat. Une fois qu'on a le fixe, c'est pareil. Déjà, il faut faire le ménage dans tout ce qu'on a bricolé. Parce que quand on est en train de débugger un bug compliqué, on met un console log ici, un var dump par là, on rajoute des logs, on met des variables qui ne servent à rien, etc. Ça devient vite le bazar. Le fixe, on ne va pas pouvoir le commit tout de suite. Donc, il faut faire le ménage. Il faut réussir à garder le code
minimum suffisant pour faire fonctionner notre appli. Donc, c'est un peu comme le TDD. Et c'est complètement comme le TDD parce que si vous avez réussi à faire un test automatisé avec l'étape 10, c'est génial, vous allez pouvoir vous en servir. Vous avez fait le ménage, il vous reste que ce que vous pensez qui est nécessaire pour réussir à faire fonctionner l'appli. Vous lancez votre test. Le test ne marche pas. Ah, pas de bol. Vous avez soit un fixe qui ne marche pas, soit peut-être un peu trop fait le ménage. Bon, ok, vous réparez, le test passe, c'est génial, mais ça marche peut-être, on n'est pas sûr, parce qu'on a peut-être quelque chose qui n'est pas clair dans notre tête, il y a peut-être un effet de bord. Donc, la technique, là, c'est de retirer son fixe, et donc on peut prendre son commit et revenir au commit d'avant, par exemple, et relancer le test. Et là, c'est complètement contre-intuitif, parce que si on retire le fixe, mais que le test passe, c'est qu'en fait, on n'a pas complètement retiré le fixe. Et peut-être que c'est cette ligne en base de données qu'on a rajoutée et qui n'est pas dans le code qui fait fonctionner en fin de compte le fixe. Ou alors peut-être que c'est encore un autre effet de bord, c'est une configuration quelque part qui résolvait vraiment le problème et que le code qu'on a écrit sert complètement à rien. On s'en est pas rendu compte. Donc en fait, le fait d'écrire son fixe, voir si le test passe, retirer son fixe et voir si le test casse bien, c'est la seule façon de savoir qu'on est en maîtrise et qu'on a vraiment compris le fixe qu'on a écrit. Parce que sinon, encore une fois, on tombe dans des biais, on peut dire ouais, c'est bon, ça marche, j'avance. Alors qu'en fin de compte, on va peut-être envoyer que la moitié du fixe sur la branche master, ou au contraire, rajouter des trucs qui ne servent à rien et qui vont peut-être causer des bugs ou du bruit plus tard. Youf, ça y est, on le tient. On l'a eu ce bug. C'était pas facile, hein. Surtout sur la fin. Bon, d'ailleurs, c'était pas assez facile. En tant qu'ingénieur, on est feignant. Et du coup, notre rôle au quotidien, c'est de simplifier les choses. Et maintenant qu'on sort de quelque chose de très difficile, c'est le moment de le faire. Tout ce dont parlait Rémi, justement, tous les outils que vous avez pu mettre en place justement pour faciliter votre compréhension du bug, c'est pas le moment de les jeter à la poubelle ou de les garder dans une sorte de boîte à outils privée. Il faut les commiter, il faut les donner, il faut les rendre accessibles à l'équipe. Ça peut être justement le dump de certaines variables qui peuvent être mis dans des logs. Ça peut être justement des correspondances de fichiers de log, où justement vous voyez que tiens, quand j'ai une ligne ici, j'ai une ligne là. Le fait de fixer des codes HTTP pour que vous compreniez plus clairement si quelque chose fonctionne. Le fait que vous mettiez une page de health check pour vérifier qu'un service tourne. Tous ces trucs-là, ils vous ont été utiles et il ne faut pas hésiter à justement les conserver pour justement accélérer les prochaines phases de debug. Un exemple que j'ai eu là-dessus sur mon projet actuel, on fait un calcul d'indemnisation pour de l'assurance, c'est très complexe, il y a une vingtaine de termes qui rentrent en ligne de compte. Comme ça devenait complexe, on s'est fait une petite page où on met notamment les différentes variables, les différents termes et comment on les a obtenus. Et le jour où on a présenté ça à notre client, il nous a dit ah super, vous prenez les devants, c'est une page qui allait devoir servir pour des administrateurs. Donc en fait, non seulement ça peut être utile pour l'équipe, mais ça peut être aussi utile pour le client. Et en fait, si vous êtes capable de mettre en place comme ça plein de petits outils au fur et à mesure qui vont accélérer votre debug, en fait, vu que le debug, c'est quelque chose qui a une part incroyable dans notre quotidien, l'université de Cambridge, je crois, estimait qu'un développeur passe à peu près 50% de son temps à débugger. Donc, si votre 50% de temps, vous le faites plus vite, mécaniquement, vous allez aller plus vite au quotidien, vous allez débugger plus vite, mais vous allez aussi faire plus de fonctionnalités au quotidien. Et votre équipe va aller plus vite. Donc, ça a vraiment plein d'effets positifs. Il ne faut certainement pas zapper cette étape de simplifier les prochaines phases de debug. En fait, super, la prochaine fois, ça ira mieux. Mais en fait, on aurait pu faire encore mieux. Ça serait encore mieux si le bug n'avait jamais été là dans un premier temps. Et là ce qu'on se dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que le bug ne revienne plus jamais. La première chose à faire, c'est de continuer à faire le ménage. C'est-à-dire que ce bug, il a été introduit, il y avait probablement un écart entre le fonctionnement de l'appli tel qu'il était souhaité dans la tête des différents membres de l'équipe et ce que l'appli fait réellement. Et ce décalage, il y a très peu de raisons qu'il ne soit présent qu'à un seul endroit dans l'appli. Je crois que tu as un exemple là-dessus, Rémi. Oui, c'était sur un projet pour
c'était pour une plateforme pour gérer un cloud privé, donc il y avait beaucoup d'interfaces différentes, c'était très front. Il y avait, pas mal de code qui était dupliqué un peu à droite à gauche sur certaines logiques pour accéder à la donnée, parce qu'à l'époque, on n'utilisait pas TypeScript. Et il y avait souvent un bug qui revenait en JS, c'était cannot read property name from undefined. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas non plus le null operator qui permet de checker qu'on cherche à accéder à une propriété qui existe. En fait, ce truc-là n'arrêtait pas de faire des petits bugs à droite à gauche, c'était vraiment hyper relou. Donc, on a fini par en fait, décider que maintenant, dès qu'on avait besoin d'accéder à une propriété, on n'allait plus faire des points x, points y, points z, on allait utiliser lodash.get avec une valeur par défaut pour gérer le vide. Et ça a quand même pas mal aidé. Et puis même parfois, on passait, on envoyait un, on se disait, ouais, tiens, celui-là, on va le remplacer aussi parce qu'il est un peu touchy. On aurait pu remplacer tous ceux qu'il y avait dans le code, mais bon, ça demandait un peu plus de travail. Mais en tout cas, ça a été la meilleure approche, vraiment de faire tout le ménage là-dessus. Yes. Une fois qu'on a tué un peu tous les bugs cousins de celui qu'on vient de résoudre, se pose la question du refactoring. Pourquoi? Parce qu'en fait, probablement, le code existant ne permettait pas au développeur qui a introduit le bug de se rendre compte facilement du bug. Donc, souvent, un code alambiqué, mal structuré, pas clair, ça va être un refuge à bug. Non seulement parce que ça va être plus facile d'en introduire, les gens ne vont pas s'en rendre compte, et c'est aussi plus dur à constater, à voir et à débusquer. Donc, qui dit bug ne dit pas forcément systématiquement refactoring. Par contre, il faut systématiquement se poser la question de est-ce que ce serait pas mieux si je refactorais? Est-ce qu'on aurait pu éviter ce type de bug si le système était mieux structuré? J'ai un exemple aussi là-dessus. Sur le même projet, en plus, donc c'était un front vraiment compliqué. Il y avait un formulaire qui était en plusieurs étapes. C'est simple, il y avait 4 bugs par semaine dessus. Et il y a même une fois, même plus qu'une fois, il y a eu des bugs où c'était un if qui ne marchait pas, comme d'hab. Sauf qu'en fait, il y avait tellement de if imbriqués que pour trouver quel if plantait et pourquoi il plantait, ça pouvait prendre la journée. Parfois même la journée à deux. Donc, ce qui est assez dur à accepter quand même. On a fini par en avoir marre. On a pris 2 semaines pour refactoriser le formulaire avec une bonne abstraction. Donc, en l'occurrence, c'était faire une machine à état, parce que c'était un formulaire avec plusieurs étapes qui pouvaient prendre de la donnée de manière différente. Et ça nous a pris à peu près 2 semaines. Et on n'a plus jamais eu de bug, vraiment plus de bugs, genre plus de bugs. Les product owners de cette partie-là étaient hyper contents, plus de bugs. Et surtout, 6 mois plus tard, quand ils ont demandé une nouvelle feature, en fait, le développeur qui a repris ce code-là, il a dit ce truc-là, ce que vous avez fait, c'est génial. J'ai pas eu besoin de coder, j'ai juste eu besoin de changer de la configuration. Bah oui, parce qu'en fait, l'abstraction était bonne et le code qui lui était donné laissait très peu de surface pour faire des bêtises. Parce qu'en fait, ce que Yann, c'est que oui, parfois il y a des nids à bugs parce que le code en fait laisse des opportunités à l'équipe de développement de faire des bêtises. Si on réduit cette surface de bêtises, ça va être plus compliqué de faire des bugs et ça va aussi permettre d'aller plus vite. C'est ça. Donc, c'est le moment aussi, tous les petits tests automatisés que vous avez pu mettre en place plus tôt pour justement vérifier que votre fixe était bon ou pas, c'est le moment de les inclure justement dans votre build, dans votre CI. C'est aussi le faire avant votre phase de refactoring parce que ça va vous guider et s'assurer que l'on ne casse rien d'autre en changeant la structure du code. On parlait justement qu'il y avait eu un décalage de conception. Ce décalage de conception entre ce que faisait le code et la réalité, enfin ce qu'on voulait que le code fasse et ce qu'il faisait réellement, il était non seulement présent dans le code, il est aussi présent dans la tête des différents membres de l'équipe, probablement. Donc ça va être à vous aussi à ce moment-là de former les différents membres de l'équipe pour faire en sorte de justement ne plus introduire ce genre de bug. En disant, tiens, sur l'exemple de Rémi, il ne faut plus faire des points, il faut faire des lodash get, par exemple. Ça peut être aussi typiquement sur de l'infra prod. J'ai eu un exemple comme quoi un jour on avait eu un bug justement de concurrence parce qu'on ne savait pas qu'en production il y avait 2 consumer RabbitMQ qui dépilaient une queue. Du coup notre conception technique était fausse et on avait des conflits qui se passaient dès qu'on a mis en prod. Ça, il faut que ce soit documenté, que ce soit dans l'ensemble des têtes des membres de l'équipe pour justement éviter que des bugs de ce type soient réintroduits.
Et ça va marcher dans un premier temps. Mais après, si vous voulez que ça perdure et que un bug ne soit plus jamais réintroduit, bah, c'est le moment de passer par des outils. Ça peut être des outils de génération de code, ça peut être des linters, ça peut être des hooks pré-commit. Il y a plein de façons de faire en sorte que du code bugogène ne puisse plus jamais être introduit dans votre code base. C'est aussi une manière justement de se prémunir de ce genre de choses. Une fois qu'on a tout ça, ben super, bravo. On a définitivement éliminé ce bug, il ne reviendra plus jamais. C'est le moment de célébrer cette victoire sur l'ennemi numéro 1 de notre travail de développeur. Et un très bon moyen de célébrer ça, c'est justement en fait de faire un peu un récap de tout ce qui a pu nous arriver sur les bugs les plus retors et d'en faire des histoires à partager. C'est un peu une tranche de vie. La manière dont on a constaté le bug, le cheminement qui nous a mené à arriver à la bonne hypothèse de cause, ce qui a pu se passer derrière. Ça fait de très bonnes histoires à raconter au coin du feu. Enfin, surtout à des collègues. Et en plus, ces histoires, les histoires, c'est facile à retenir. Et du coup, le fait de partager ces anecdotes, ça peut servir en fait de recueil d'hypothèses de causes improbables qui pourront servir la prochaine fois lorsque quelqu'un rencontrera un bug similaire au vôtre. Donc, c'est pas si anodin au final. C'est tout pour nous. On est ravis d'avoir pu vous exposer tous ces principes. On espère qu'on vous a appris des choses. On espère ou sinon qu'on a réussi à mettre des mots sur des choses que vous faisiez sans vous en rendre compte au quotidien. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je peux en avoir quelques-uns, si je peux. Est-ce qu'on m'entend OK? Comment? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Hein, à peu près? OK. Déjà, pour le côté enregistrement, vu que j'étais en réunion, donc je n'ai pas pu voir le début, est-ce que vous allez poster la vidéo et ou le PowerPoint qui va avec aussi pour regarder rapidement. Deuxième chose, c'était concernant le fait de constituer cette boîte à outils pour débugger. Ce serait quoi les best practices? Où est-ce qu'elle est récentrée? Parce qu'il y a des développeurs qui n'aiment pas trop avoir des branches à part avec ça. Quand il y a une bible sur le projet où il n'y en a pas. Là, Yann t'a parlé du fait d'avoir quelque chose qui pourrait être même présentable pour le client, pour tester. C'est pas toujours le cas. Je vois comment ça peut décliner d'une façon très différente d'un projet à l'autre. Et du coup, il y a tellement d'options. En vrai, où est-ce qu'on cache ça? Où est-ce qu'on met ça? Comment est-ce qu'on partage avec l'équipe? Donc, avoir à adapter à chaque fois. C'est plus une question rhétorique qu'autre chose, mais une idée très intéressante d'ailleurs. Merci. Et dernière chose, c'était que concernant la célébration des victoires, des bagues, j'ai beaucoup aimé cette idée-là. Je trouve que parfois on ne le fait pas assez et le présenter en termes de story. Et ma question, c'est est-ce que vous avez l'habitude de le faire régulièrement? Et si oui, est-ce que ça fait partie de vos sprint review, rétrospectives, tout ça? Si vous intégrez ça ou c'est plus, ça attend plus les signes d'entreprise ou ce genre de choses pour en parler? Alors, perso, les bugs que je m'éclate le plus à raconter, c'est souvent des histoires assez longues. Donc, c'est assez peu typiquement avec l'équipe à un moment où tu vois, il y a beaucoup de monde. C'est plus autour d'un verre le soir. Ça marche bien et on peut mettre de l'emphase un peu et faire en sorte que l'histoire marque un peu les gens. Après, si tu cherches un peu en ligne, vraiment ce genre d'histoire, ça pullule sur Internet. Tu trouves t'as des articles de blog entiers pour récolter ce genre de choses, tu as des threads Twitter, tu as plein de choses pour justement où les gens racontent leurs bugs. Et en lisant ça, tu pourras te rendre compte un peu de la manière dont ils s'y prennent et un peu singer cette manière de faire. Alors, je réponds aussi à tes autres questions, Kat. Il y a Hugo qui a bien enregistré la vidéo. Il partagera les slides dans la foulée pour avoir vidéo plus slide. Et pour la partie boîte à outils de debug, en effet, ça va surtout dépendre des projets. C'est une conversation à avoir avec son équipe. Par contre, ce qui compte, c'est de ne pas laisser des outils dans un coin prendre la poussière. C'est que la partie de la code base, il faut les documenter convenablement et les maintenir au besoin. Et si on ne s'en sert pas, ben, ça
ça peut partir. Voilà. Et si ces outils étaient manquants sur votre projet et que vous les rajoutez au fur et à mesure, ça peut être aussi une bonne pratique, se dire, tiens, sur le prochain projet que je démarre, bah, je vais déjà faire en sorte de structurer mon système pour qu'il y ait déjà ces outils. Tu vois, Donc, si jamais tu sens justement des systèmes de monitoring, oui, de oui, quelque chose en dev dependencies directement, bim, c'est ça. et tu commences avec. Okay. Idéalement, ces Cool, outils, pardon. Non, idéalement, ces outils, tu les as d'entrée. Si tu ne les as pas, bah, tu as eu à construire des choses au fur et à mesure. Donc là, l'idée, c'est de les garder. Mais en tout cas, de se dire, bah, OK, la prochaine fois, je les aurai. Okay. Alors, je ne vois pas les questions. Il faudrait que je me remette. Il y a des résumés de ce qu'il dit après pour ne pas avoir à regarder la vidéo après. J'ai pas compris ta question, Inès, sur le résumé. Des notes? Non, malheureusement, on fait tout ça à l'oral. Peut-être qu'on pourra regarder la vidéo en accéléré. Des remarques. Sur un support un peu à part. Nous, l'idée, c'est que tous ces. Si, on va faire. Je te dis une bêtise. On a écrit un article qu'on n'a pas encore publié parce que voilà, on prend notre temps. Bon, c'est mal. On va publier un article, Inès, et donc tout le monde. Donc, suivez. Je pense que le mieux, c'est de suivre theodo.fr sur Twitter parce que vous serez sûr de ne pas le louper. Et puis, je pense que Hugo trouvera un moyen de vous partager le lien, quoi qu'il arrive. En fait, cette conf, à la base, c'est un article qu'on a écrit. Il y a Thomas qui pose une question pour s'initier à la co-création des librairies tierces et des design patterns, etc., voire écrire soi-même ses librairies. Alors, je peux te proposer en effet 2 liens qui parlent de design pattern. Après, le mieux, c'est comme les bouquins, il y a des bouquins assez célèbres dessus. Et pour savoir comment écrire une librairie, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est d'essayer d'en écrire une. Essaie d'en faire une vraiment stupide. Fais une librairie qui fait une addition et fais en sorte de pouvoir la récupérer comme tu as l'habitude de récupérer tes librairies. A priori, je pense que là, tu vas passer sur tous les problèmes possibles, quoi. Alors, je suis désolé, il faut que j'arrête de partager pour passer les liens. Hop, je vais passer les liens dans le chat. Si quelqu'un a une autre question, c'est le moment. Hop là. On va peut-être les remettre parce que là, je pense que la conversation, vous allez la perdre si on quitte. Je crois que ça s'enregistre aussi, les conversations. On peut récupérer après coup. Je partage à Hugo pour qu'il les mette dans le package. Très bien. Pour ceux qui veulent, en bas, il y a un point de sauvegarder le chat avant de fermer la session Zoom localement. Yes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Thomas, du coup. Si tu es toujours là, Thomas. Je ne sais pas si Thomas est toujours là. Si, yes. Cool. Je ne sais pas si on a loupé des questions dans le chat. Manifestez-vous si on est passé à côté. Inès, j'ai vu que tu as posé une question, je n'ai pas très bien comprise. Et si quelqu'un d'autre a une question, on peut prendre. Sinon, je pense qu'on peut tous aller manger. Je crois que la question d'Inès était justement sur un support écrit. Ah oui, c'est l'article, ça. Je radote. Bon. Eh bien, s'il n'y a plus de questions maintenant, vous pourrez toujours nous envoyer des petites questions via les internets, hein, évidemment. Et juste ici, je vous souhaite un bon app et à la prochaine, du coup. Ah, une autre question. Si. Je crois que c'est les gens qui disent au revoir. Si, c'est les gens qui disent au revoir. Merci à vous surtout d'être là, c'était trop chouette. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Merci.